Si t'as fait une erreur, là, c'est pas grave. Tout passe. Personnalité un peu là, indisciplinée. Ben oui, absolument. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est le dragon qui est sorti de là. Oh mon Dieu. Oui, il y a quelque chose en lien avec une pyramide, mais... Est-ce que tu penses que t'es un peu folle, toi aussi? Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. C'est toujours avec une grande joie que je vous accueille dans ce magnifique loft de l'avenue des Ailes. Après un mois de janvier qui, je l'espère, vous a inspiré de nouveaux projets. L'occasion passionnante, comme toujours, de nous retrouver, de découvrir une personnalité au parcours de vie étonnante, une personnalité visionnaire, avec un grand vécu, une qualité d'être étonnante, et puis une mission unique qu'elle a, elle aussi, accepté de porter pour nous. Aujourd'hui, on s'envole en direction du bleu azur à la rencontre d'une navigatrice, reine du pad thaï et des délices, d'une douce aventurière qui voulut un temps faire le tour de la Terre. Née le jour de la prophétie du pape de Saint-Malachie, c'est en odeur de sainteté qu'elle pointa d'abord le bout de son nez. Résolue à sentir que le vent de l'or allait venir, elle prit bord auprès des plus riches émirs pour refaire la route des épices sur les plus grands navires. Les épices, en gratitude, lui donnèrent des trésors de confort et une aptitude, celle de comprendre que trop d'or attirerait le dragon et que la soif et le feu seraient alors un puits sans fond. Seul le cœur vaillant d'un ancien gardien de prison pourrait être la clé, pour elle, d'une résurrection, et ainsi faire renaître l'authentique Why Not capable de guider une génération. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Marie-Christine Martel. Bienvenue à toi, Marie-Christine. Wow! Merci, Luc. Je suis plein de frissons. C'était vraiment poétique. C'était magnifique. Je te remercie. C'était la plus belle introduction que j'ai eue jusqu'à date dans un échange de conférence ou peu importe là, comment vous Je suis appelez ça. ravi, en Mais tout cas. je te remercie vraiment Je suis beaucoup. ravi, je suis ravi. Comme je te le disais aussi hors émission, je suis ravi de t'accueillir parce que, et chers youtubeurs, je vous propose de rester jusqu'à la fin parce que comme je disais tout à l'heure à Marie-Christine, il y a quelque chose que je vais lui révéler, quelque chose que j'ai vu dans une vidéo de son couple parfaitement imparfait, une petite chose qui n'a l'air de rien du tout, mais qui parle du futur de Marie-Christine et je suis certain qu'elle va trouver ça très intéressant. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir, Marie-Christine, parce que comme tu le disais, toi qui te présentes toujours comme une tiers de femme d'affaires, une tiers de maman et une tiers d'alcoolique, parfaitement imparfaite comme tu le dis, tu représentes, tu vois, pour moi et je pense pour les gens qui vont te découvrir en France, le courage, la détermination, tout autant qu'une entrepreneuse et une humaine avec ses failles et qui l'assume. Et je pense que nos jeunes cherchent des histoires inspirantes comme la tienne pour se réaliser. Alors, comme je te disais, fidèle à la tradition de cette émission, pour commencer, je te propose, Marie-Christine, de mettre en lumière en quelques mots ce que ton parcours personnel a de beau. Alors, tu es né au Québec, une semaine après la date prévue par les médecins. Il fallait sûrement qu'il y ait une conjonction des étoiles particulière, puisque tu es né le jour où Jean-Paul II est ressorti miraculeusement indemne d'un attentat, un 13, il me semble. Ton père, lui, travaillait à l'époque, quand tu étais jeune, comme technicien chez Coca-Cola. Ta mère était serveuse dans la restauration. Et tes deux parents étaient des parents aimants et attentionnés pour toi et ta sœur. Très jeune, ta mère t'a donné le goût de la restauration et du service. Ton père, celui plutôt d'oser et puis d'envisager entreprendre un jour. Alors, tu es petite, toute petite, et puis tes parents ont essayé à un moment donné, en tant qu'employé, de lancer une affaire, et puis finalement, ça n'a pas donné lieu, il y avait peut-être trop d'insécurité, en tout cas, ils n'ont pas donné suite. Et puis jeune, toi, tu es plutôt une enfant timide et puis introvertie. L'école, c'est pas vraiment un cadre qui te convient. Et puis ton désir, finalement, c'est d'entreprendre, c'est d'essayer quelque chose de différent. Au cégep, nous on connaît pas le cégep en France, mais au cégep, chez vous, tu rencontres un orienteur et puis tu dis un truc très drôle. Tu dis, je suis allé le voir parce que je cherchais à savoir ce que j'allais faire le reste de mes jours. A priori, le reste de ces jours, ce sera plutôt l'entrepreneuriat qu'autre chose. Et finalement, ton premier travail, ça va être surtout de suivre ta mère, te faire de l'argent de poche et puis mettre le pied à l'étrier dans la restauration. Pendant ton cégep, tu t'impliques particulièrement dans un groupe qui organise un trip en vélo tout terrain aux États-Unis. Puis là, tu découvres un truc, c'est que
ton niveau d'anglais est trop bas et probablement trop bas pour la suite de ta vie. Alors, tu vas décider de quitter le cégep et puis tu vas passer 6 mois aux États-Unis dans le but d'apprendre ta langue, ce qui est quand même rare déjà à l'époque. Et puis, voilà, tu retournes des États-Unis et tu vas rencontrer ton premier amour, qui lui aussi est dans le monde de la restauration. Puis un soir, dans ton petit appart de Montréal, il vous vient à l'idée tous les deux de lancer ensemble l'idée d'un restaurant. Mais ton amoureux, lui, il rêve d'abord de partir au pays des kangourous. Et puis alors, c'est l'occasion de partir pour un trip de 30 000 kilomètres là-bas, faire le tour de l'Australie. Et puis là-bas, sur les conseils de gens que tu rencontres, tu vas savoir que il est possible de travailler dans l'équipage de bateaux de milliardaires. Et c'est peut-être l'occasion de faire de l'argent et puis de réunir une somme importante pour financer ton projet. Alors, tu vas faire ça sur 2 bateaux différents, tu vas faire le tour du monde, comme je disais dans l'intro, la côte est des États-Unis, l'Europe, l'Asie, 25 pays au total. Et en quelques années, finalement, tu vas réussir à récupérer la somme nécessaire. Et puis, sur les conseils des hommes d'affaires que tu rencontres, ces émirs dont je parlais tout à l'heure, sur ces bateaux incroyables de milliardaires, tu vas probablement les consulter, lire des livres inspirants, puis tu vas retourner au Québec et faire comme on t'a dit, trouver une franchise pour t'associer et démarrer ton activité. Ça se passe pas si bien que ça, et finalement, étonnamment, tu décides de te lancer avec tes propres associés, et puis tu vas lancer une chaîne de restaurants Thaizone, qui va finalement devenir une franchise de 25 restaurants. Plusieurs années plus tard, ton concurrent principal, le groupe MTY, va faire une proposition incroyable dont j'ai trouvé les éléments d'ailleurs dans la presse, c'était drôle. Et voilà, c'est une vente incroyable hein, avec un montant assez étonnant. Et puis, ça va être la signature d'un changement de vie chez toi qui s'annonce finalement comme une période plutôt sombre, contrairement à ce qu'on croit. Alors, Marie-Christine, à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie après tout ça? Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au même moment où ce que je suis en train de vendre mon entreprise, je suis aussi en train de me séparer du conjoint avec qui j'ai fait cette grande aventure-là. Alors, on a passé une douzaine d'années ensemble à construire l'idée de partir un restaurant, de faire le tour du monde ensemble, atteindre ce but ultime-là. Et là, le jour de la vente arrive et nous, notre couple va pas bien. On se sépare en même temps. Et là, moi, je me retrouve à avoir 2 deuils en même qui se passent simultanément. Je me sépare de mon conjoint avec qui je pensais me marier, avoir des enfants, puis je me sépare de mon bébé parce que pour moi, Tyson, c'était mon bébé et chaque franchisé était pour moi un membre de ma famille et tout ça prend fin du jour au lendemain. Et oui, j'ai reçu une somme intéressante dans les millions qui est venue avec ça, un beau chèque. Mais comme tu l'as dit en début d'entrevue, je viens pas d'une famille riche. Ma mère est serveuse, mon père, il travaille chez Coca-Cola. Fait que avec le chèque, il n'y avait pas de manuel d'instruction. Il n'y avait pas de quoi faire, quoi pas faire qui venait avec ce chèque-là. Ce qui m'a amené à être très, très vulnérable, à être très fragile. Parce que, bien sûr, l'argent attire pas juste des bonnes personnes. Fait que je me suis retrouvée avec des gens dans mon entourage qui venaient vers moi, mais pas pour les bonnes raisons. Puis j'avais pas les outils pour gérer ces personnes-là. Ce qui m'a amené aussi à rencontrer le père de ma fille. Et à ce moment-là, je peux dire que à l'intérieur de moi, je suis plus que l'ombre de moi-même, malgré le chèque qui vient avec. Je suis complètement démolie. J'ai un cœur qui est fissuré parce que cette peine d'amour-là, pour moi, est extrêmement difficile. Et c'est là que je me rends compte avec du recul, avec le chemin que j'ai fait, que la vie, c'est un miroir. La vie, c'est le miroir de comment on se sent à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on se donne comme valeur va se refléter autour de nous. Alors, autant que dans les années antérieures, tout allait bien, puis je reflétais de l'abondance, mais à ce moment-là, je me dévalorisais. Je me sentais pas bien avec moi-même. Je m'étais enlevé ma propre valeur. Et tout ça, comme je vous dis, malgré le chèque qui venait montrer que tout allait bien. Et là, ben, que ce miroir-là a fait, c'est que j'ai attiré le père de ma fille qui était pas nécessairement la bonne personne. C'était la personne qui reflétait cet état d'esprit-là à ce moment-là de ma vie. Alors, je rentre dans cette relation-là rapidement quand même parce que j'ai été une carriériste. Pour moi, ça a été la carrière d'abord. Alors, je décide de devenir maman. Je suis
35 ans, là, 32, 33, puis j'accouche à 34 ans. Fait que, tu sais, j'ai plus de temps à perdre, là. Tu sais, l'horloge biologique sonne et Mhm. rapidement, ben, je tombe enceinte de ma petite fille, mais complètement pas dans les conditions qui seraient idéales pour moi. Mais c'est correct parce que ça fait partie de mon parcours. Et là, ben, je me réveille quelques années plus tard, je suis maman d'une petite fille, je suis dans une relation qui ne me convient pas, un peu toxique. Et malgré l'abondance financière, ben, je me retrouve très malheureuse. Et on le sait tous, après un accouchement, ben, il y a aussi tu sais, Mhm. le changement d'hormones chez la femme, fait qu'on appelle le postpartum ou les hormones postnatales. Et puis, toute cette bombe-là qui est en train d'exploser, un jour, vraiment, m'amène à m'enfoncer dans l'alcool. Alors, moi qui viens d'une famille, on se le cachera pas, dans ma famille, mais au niveau de mes grands-parents, j'en avais trois qui étaient atteints de cette maladie-là. On sait aujourd'hui que l'alcoolisme, c'est une maladie. Euh, et moi, ben, dans mon corps, je porte ces gènes-là, tu sais. Et dans le fond, après la vente de mon entreprise, ma séparation, puis la rencontre de mon père, tous les éléments m'amenaient à, à cette non-issue-là d'arriver, de prendre l'alcool comme un moyen de calmer cette tempête intérieure-là pour moi. C'est comme un plaster, un pansement sur tout ce qui se passe autour de moi, quelque chose qui va temporairement calmer la tempête dans mon corps. Et tu travaillais à ce Et moment-là? Tu comme, avais une activité déjà ou tu étais hors activité? oui, moi j'ai travaillé, j'ai jamais arrêté de travailler. Dès la vente de l'entreprise, j'ai passé 2 ans avec l'acheteur à faire la transition de Ah oui, d'accord. l'entreprise. Ok. Et au moment de tomber enceinte, j'étais déjà dans un lancement d'une nouvelle entreprise. On rentrait les produits Tyson en épicerie. Alors, Ah, j'ai rentré dans des grandes chaînes alimentaires au Québec et aussi chez Costco, ah vous ouais, avez je des connais, ouais. Costco aussi en Europe. Alors, moi, la journée que j'ai accouché, le lendemain, j'étais sur mon ordinateur, sur mon laptop, puis j'avais déjà recommencé à travailler. Ce qui a sûrement pas aidé au niveau du postpartum Sûrement. qui me guettait. Et là, ben c'est ça. Je me retrouve avec un petit bébé de 6 mois, les sous qui me conviennent euh, assurément, mais avec un mal de vivre intérieur qui va m'amener dans une souffrance incroyable. Et ben comme la génétique que je portais, j'ai pas porté attention dans mon passé parce que c'est une maladie qui est progressive, qui est dégénérative, puis qui est aussi mortelle. Mais durant mes années de bateau autour du monde, on le sait, le monde des matelots, c'est festif. On arrive au Mhm. port, Mhm. on veut célébrer parce qu'on a été longtemps en mer. Mais cette maladie-là a pris de l'ampleur. Puis le monde de la restauration, c'est la même chose. Les 5 à 7, les soupers bien arrosés. Puis moi, sans le savoir, j'ai nourri cette maladie-là qui, un jour, ben, est arrivé à un ampleur que je pouvais plus, que j'ai perdu le contrôle carrément. Donc c'était déjà en fait en train de s'installer pendant que tu vivais quand même des choses pas si compliquées que ça, ou c'était dur pour toi d'être sur le Non, bateau? C'était pas spécialement euh, difficile? ben en fait, non, c'est une très belle aventure. C'est sûr que pour moi, je savais que ça allait être une transition, que ça allait être temporaire. Alors, d'être au service de gens extrêmement riches pour moi, certaines personnes auraient pu trouver ça dur sur leur ego, mais moi, je savais que c'était une transition. Ouais. Et pour moi, d'être entourée de ces gens-là extrêmement riches, c'était une belle inspiration parce que, veux pas, on vivait à même leur famille. Fait qu'on avait accès à Mhm. leur intimité et aussi à leur parcours de vie, leur histoire et tout ça, pour me rendre compte que dans le fond, ces gens-là sont juste absolument comme nous. Mhm. C'est des êtres humains et c'est pas sont pas différents de nous quand ils vont aux salles de bain ou qui mangent leur assiette. Là, c'est des gens normaux qui ont juste poursuivi leur rêve, qui ont juste été au bout de ce qu'ils voulaient accomplir. Mes deux propriétaires, parce que j'ai fait 2 bateaux, euh, m'ont été de grands mentors à travers le temps. La seule chose qui était dure pour moi sur les bateaux, c'est que j'avais le mal de mer. J'avais pas Ah le oui, pied tiens, marin. ouais, je me demandais si tu avais Ouais. supporté les bateaux. Ah oui, ok. Ça a été très difficile pour moi.
J'avais vraiment difficulté avec ça. Mais le but était tellement fort que j'étais prête à accepter que j'étais malade en mer juste pour atteindre ce but financier-là. Nous, on avait établi un montant précis qu'on voulait atteindre. Mm. Mais tu sais, de pouvoir voyager, être payé pour, de faire le tour de plein de cultures, de plein de pays, c'était vraiment une expérience extrêmement riche pour moi là, dans mon parcours de vie, là. Ouais, t'as vécu quand même plein de vies en une seule, c'est incroyable. Alors, tu vois, tu parlais du fait que tu as été donc près de gens qui sont des mentors, et c'est vrai que toi, tu parles quand même beaucoup du pouvoir, tu vois, d'un état d'esprit qu'ils doivent tous avoir, hein, un état d'esprit ouvert, une sorte de mindset open source pour faire un peu d'humour, ouvert à la source, tu vois, open source. Et puis, toi, tu le nommes le pouvoir du why not, mais moi, je me demandais quand même, parce qu'il y a quand même l'histoire du Covid, hein, qui est quand même venu tous nous bousculer. Ça a été quoi l'impact de cette pandémie de Covid sur ton esprit si ouvert? Tu as vu un signe, toi? Tu as vu une invitation à un virage de vie ou c'était plutôt une catastrophe, hein? Bon, je vais juste vous remettre un petit peu dans le temps où ce que là, bon, je suis dans ma maladie Hmm. et là, ben le COVID arrive. Et pour moi, je m'étais déjà affichée publiquement comme une personne alcoolique. Hmm. J'avais déjà mis les pieds en thérapie une première fois. Mhm. Et pour moi, c'est très difficile de gérer la honte qui vient avec cette maladie-là, tu sais. Et quand la pandémie est arrivée, pour nous, là, j'étais à ce moment-là rendue dans une entreprise en immobilier commercial Mhm. et tous les commerces étaient dans une incertitude économique. On le sait, Ouais. là, on savait plus si les loyers s'étaient payés, tous les immeubles se vidaient complètement. Ça a été vraiment difficile et nous, Marc était rentré dans ma vie à ce moment-là. Et là, toute notre entreprise s'est écroulée. Et pour quelqu'un comme moi qui a une fragilité avec l'alcool, il y avait quelque chose que j'avais pas réglé avec cette maladie-là, que je vais l'avoir réglé plus tard dans le passé, puis on en parlera tantôt Bien sûr. si c'est pertinent. Hmm. Mais moi, ça m'a donné l'occasion d'aller tenter le diable à nouveau et de le faire dans la plus grande anonymat. Je veux dire, on était confinés, on pouvait ne pas sortir de chez soi. Alors pour moi, je suis retournée vers la substance, puis là je le faisais entre mes quatre murs chez moi. Personne s'en rendait compte. Mais ça, c'est ce qui m'a amené dans mon plus grand bas fond à vie. Ça a été la COVID. Qu'est-ce que moi je pensais de la COVID? Qu'est-ce que j'en voyais de la COVID? C'est sûr que pour moi, je trouve que tous les systèmes gouvernementaux vont essayer de contrôler un peu Hmm. l'humain et la peur est le meilleur moyen de le faire. Hmm. Mhm. Et ben, c'était l'outil parfait pour que ce soit les gouvernements ou les grandes sociétés d'utiliser un élément de peur. Je le vois comme ça. J'espère que planétairement parlant, on en a tous grandi de cette expérience-là. Tu sais, de voir que on en a tous survécu, puis que ça a causé beaucoup de dommages au niveau mondial. On va y aller mondial, là. Mais en Je même temps, pense tu que vois, ce que je me disais une chose, Marie-Christine, c'est que quand même, pour toi, ça a quand même été un énorme révélateur qu'il y avait quelque chose qui... tu dis tenter le diable, c'est intéressant, tout à l'heure, on en parlera de ton histoire de tenter le diable, parce que je pense que tu vas apprendre des choses que tu connais pas, toi, sur l'histoire de tenter les choses et tenter jusqu'à où tu pourrais tenter. En tout cas, c'est quand même vrai que... Alors peut-être que je me trompe, mais c'est quand même vrai que le Covid, ça t'a permis à la fois de tomber et à la fois de te relever, finalement. oui. Euh, Effectivement, moi, ma grand-mère maternelle était une alcoolique Pas crève, c'est et ça? ouais, exactement. Et j'ai l'impression quand elle est décédée, euh, moi j'étais en Australie dans ce temps-là. Hmm. Euh, Elle était dans un groupe de fraternité anonyme, puis elle faisait un partage et elle a fait un AVC. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis partie de l'Australie puis je suis revenue au Québec. Puis quand je suis revenue au Québec, ben j'ai vu ma grand-mère dans un état Hmm. c'est comme un enfant de 2 ans là, qu'on nourrissait à la cuillère, qu'on changeait ses couches. Puis finalement, on a décidé, toute la famille, d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Puis j'ai assisté à ses 3 derniers souffles dans sa petite chambre. Hmm. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, puis dans ce temps-là, j'avais à peu près 18-19 ans, elle me passait une mission de vie.
Fait que c'était quelqu'un qui était très impliqué au niveau des gens, des alcooliques, parce qu'elle avait fondé une fraternité dans son petit village natal. Et là, c'est passé tout mon chemin de vie qu'on a parlé tout à l'heure. Puis là, je me retrouve, moi, à presque 40 ans, souffrant de cette maladie-là. Et c'est avec du recul quand j'ai réussi à mettre le genou à terre et à arrêter de me battre, parce que c'est une maladie qu'il faut pas combattre. Il faut juste arrêter de se battre, puis de faire confiance qu'une puissance supérieure à nous-mêmes va nous aider. C'est là que la spiritualité a vraiment rentré très fort pour moi là, dans ma vie. Et je suis retournée en thérapie 21 jours. Et quand je suis rentrée en thérapie, je suis rentrée un 24 décembre. Alors déjà là, j'ai vu que j'avais un signe qui me disait, ça va être ta renaissance, Marie. Ça va être le jour où ce que tu vas, c'est ta deuxième naissance. Et j'ai eu une espèce d'éveil spirituel très fort qui a fait que j'ai goûté à plein de promesses qui nous promettent dans les fraternités, que la journée qu'on décide de renouer avec notre cœur, que la vie va nous le remettre en retour. Et de là que je reviens à mon histoire de miroir. Et là, le miroir extérieur autour de moi a complètement changé. Mmh. Fait que quand j'ai reconnecté, parce que dans le fond, mon double deuil du père de mon premier conjoint et de mon entreprise a fait une fracture ici entre le cœur et la tête. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé de me choisir et de retourner en thérapie un 24 décembre, il y a eu une reconnexion cœur-tête, où ce que vraiment j'étais capable de retourner là. C'est simple, là. Avant, je me protégeais, j'essayais que les gens me fassent pas de mal. Mais accompagné avec Marc, avec quelqu'un qui m'a procuré l'environnement sécuritaire pour que je puisse me relever, il l'a pas fait pour moi. Il a pas, il est pas allé en thérapie pour moi. Il m'a pas sauvé. Il m'a juste permis un espace sécuritaire pour que je puisse me relever. Et quand cette connexion-là s'est refait, là, vraiment, là, c'est là que j'ai vu tout le décor autour de moi changer. Quelques mois plus tard, après ma sortie de thérapie, on me demandait d'être la marraine de la marche de la sobriété. Je me disais, mais voyons, je suis qui, moi, après quelques mois de sobriété, que vous me donnez cette mission-là, de cette ampleur-là. Et c'est là que pour revenir avec ma grand-mère, que je pense qu'elle m'a passé une mission de vie. Elle m'a passé un flambeau. Elle m'a passé le travail qu'elle avait pas terminé. Alors c'est possible, mais c'est possible aussi qu'elle t'ait fait pas qu'un beau cadeau. Alors on va en parler après, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as envie de dire qu'il y a une mission et qu'elle passe. Alors, pour l'instant, comme tu es une personne qui aime bien les défis, je te propose un petit rite de l'émission. Comme ça, on va en parler après du sujet, mais un petit rite de l'émission que j'ai emprunté sur un chroniqueur qui s'appelle Thierry Ardisson, chez nous en France, que tu dois connaître. Alors, c'est un petit rite que je propose qui permet de découvrir un peu les multifacettes de ta personnalité malicieuse. Alors, j'allais te proposer comme ça cette interview qu'on appelle Upside Down, et puis je vais te poser des questions simples pour découvrir un petit peu le petit côté de toi que tu connais pas ou qu'on connaît pas nous-mêmes. Alors, la première question, c'est, à ton avis, quel est le défaut qui te sauve la vie? Ah, mon Dieu. Je pense que le défaut qui me sauve la vie, c'est mon intolérance. Parce que j'ai de l'intolérance à l'incompétence, j'ai de l'intolérance Hmm. à la bêtise humaine, j'ai de l'intolérance aux mauvaises fréquences, aux mauvaises vibrations. Si quelqu'un rentre dans mon énergie vitale, puis rapidement, je vais avoir de l'intolérance. Fait que oui, c'est pas une qualité d'être intolérant, mais je pense que ça me sauve la vie. Parce que ça me permet de m'entourer des bonnes personnes, de faire les bons choix, de pas rester à un endroit que je me sens pas bien, ou pas être entouré des gens que je sens qu'ils vont pas me servir de la bonne façon, en fait. Il y a un petit côté feu un peu, hein. Tout à l'heure, je parlais dans l'introduction de l'histoire du dragon dont le feu et la soif amènent au fond d'une sorte de trou. On va en reparler après, mais Oui, alors, tu vois, il y a une histoire quand même dans ton propos et puis dans ce que tu as vécu. Tu as quand même vécu plein de vies en une seule. Tu as à peine 40 ans et tu as déjà vécu 3 fois la vie, là. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où les gens ont dit non, non, surtout, surtout, Marie-Christine, ne fais pas ça, c'est une erreur.
Et tu t'es dit, bah si, je vais le faire quand même. Et c'est donc ta belle erreur. C'est ton erreur qui n'était pas une erreur. C'est quoi ta plus belle erreur à toi? Ben, en fait, moi, j'ai terminé le secondaire, puis après, j'ai fait une petite session de cégep, puis après, j'ai quitté l'école. Et à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune, là, j'avais 16, 17 ans. Tout le monde me dit, mais fais pas ça, c'est une erreur, faut que tu ailles à l'école maintenant, sinon tu vas prendre du retard, tu n'auras pas de carrière, tu feras rien dans la vie. Puis j'ai dit, non, moi j'arrête l'école et je vais aller ramasser des sous puis je vais faire le tour du monde. Et je te confirme, Luc, là, que c'était pas reçu ni de mes amis ni de ma famille d'un bon œil, mais Ça je l'ai m'étonne fait pas. pareil et c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Oui, une autre chose aussi une erreur ou que le monde me disait de pas faire, c'est que j'ai ramassé, mettons, 100 000 $. Puis quand je suis arrivée, j'ai tout mis dans Taizone. J'ai tout investi là-dedans. Et en 2007-2008, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, on était en pleine crise économique. Au Québec, on était en récession. Et Hmm. tout le monde me disait, mais fais pas ça. Je veux dire, répartis tes placements ou investis une plus petite somme. Fais attention, c'est vraiment risqué, mais je dis on parce que j'étais pas toute seule là-dedans. J'étais avec mon conjoint, on a tout mis là-dedans. Puis je pense que quand t'es jeune, il y a aussi le petit côté naïf où ce que on voit pas les obstacles de la même façon. C'est ça. Mais oui, c'est deux erreurs que les gens ont vues comme euh, pourraient m'avoir porté préjudice, mais non, qui m'ont été très utiles. Ouais, c'est intéressant. Alors, Mm. justement, quand on parle d'erreur, alors ça me donne envie de. Tu parlais de ces bateaux de milliardaires où tu rencontres des gens qui deviennent des mentors, hein, donc des gens qui ont peut-être pas tant que ça la même vie que nous, parce que finalement, ils sont inspirés, hein, pour la plupart. Mais Mhm. c'est quoi le plus beau conseil qu'on t'ait fait? C'est quoi ce plus beau conseil qu'on a pu te faire? Ouais, je le partage dans mon livre, puis souvent je le dis en entrevue. Le plus beau conseil qu'on m'ait donné, c'est souvent je vais parler pour un entrepreneur, c'est de se trouver des mentors, Hmm, trouver des gens qui l'ont déjà fait. hmm. Puis le propriétaire du bateau en question vous avait dit, vous allez y arriver pareil par vous-même, mais ça va juste être plus facile puis plus rapide. C'est exactement ça qui est arrivé. Quand on est arrivé des bateaux, on aurait pu se lancer en affaires dans notre histoire de restaurant, juste les deux. Mais le fait qu'on s'est associé avec un groupe qui l'avait déjà fait, ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors, moi, ça me fait penser, d'un coup, là, je me disais, c'est vrai que tu as rencontré Marc, qui a eu une vie étonnante aussi. Il a commencé par un travail super étonnant, Marc, avant de faire de l'immobilier. Il travaille dans quoi, Marc, au tout début, début? Ben, Marc, il avait étudié comme policier, puis il était agent correctionnel. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Marc est né avec une malformation au niveau de la hanche, et puis toute sa jeunesse, il a été opéré plusieurs fois, il a été en béquille, il a été dans le plâtre, et les médecins lui disaient tu pourras jamais courir, tu pourras jamais jouer au hockey, tu pourras jamais faire un travail comme policier. Fait que pour lui, je crois, ça a été un défi, tu sais, d'aller étudier comme en technique policière. Puis finalement, bon, il a travaillé dans les prisons, mais avec du recul, quand on parle ensemble aujourd'hui, il dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je faisais dans Hmm. ce métier-là, tu sais, parce que veut pas, un agent correctionnel ou un prisonnier, ils ont la même réalité, ils sont juste pas du même côté du grillage, là. Alors, je pense que Marc avait quelque chose à transcender dans cette vie-là, où ce que là, moi, je suis arrivée dans sa vie. À cette époque-là, il était déjà agent courtier immobilier, il travaillait Mhm. déjà dans l'immobilier. Et moi, j'ai vu le potentiel en lui, de lui donner des ailes, de pouvoir lui enlever ses croyances limitantes. Tu sais, c'est un mot qui est surutilisé, là, les croyances limitantes, mais moi, je les voyais, les barrières qui se mettaient devant lui. Puis quelque chose que moi, j'ai pas naturellement, c'est des barrières. Tu sais, je suis une personne qui a toujours été au-delà de ses limites, qui a peur de rien, qui affronte les choses. Et je crois que ça vient de mon père qui m'a juste dit des petites phrases Mhm. comme Marie, quand on veut, on peut, qui est assez simple, ou Marie, si tu veux accomplir quelque chose, plante une graine et laisse-la pousser. Mais
c'était mon mini coach qui m'a mis ces petites phrases-là dans ma bouche quand j'étais petite, qui a fait qui je suis aujourd'hui. Je pense que les parents, c'est ça notre mission, là, c'est d'ouvrir les croyances à nos enfants. C'est ce que je fais avec ma fille aussi. Mais ouais, Alors, Marc est justement, parti de loin. on parle de Marc. En même temps, tu remarqueras une chose, comme je disais dans l'introduction, quand on est sous l'emprise d'un dragon, la seule personne qui peut nous sortir de la prison, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant un temps, n'est-ce pas? Et donc, ça devrait quand même ne pas être que un hasard, je crois. Et je me demandais, quel défaut doit avoir un homme pour te séduire, justement? Cette question-là, elle m'a fait travailler, puis je me disais, bon, je vais regarder dans mes ex-conjoints qu'est-ce qu'il y avait en commun. Puis ils étaient tous TDAH, Hmm. troubles de déficit d'attention. Et les trois là, qui ont fait partie de ma vie, ils ont ce défaut-là, on va se le dire. Ils sont désorganisés, sont perdus. Je ne sais pas si ça me séduit, mais clairement, mon âme attire ces personnalités-là. Ma fille a été diagnostiquée TDAH. Fait que j'ai quelque chose dans moi qui est magnétique avec ces gens-là, mais c'est des gens qui sont créatifs, c'est des gens qui sont indisciplinés, mais dans le bon sens. Marc, il y a des tatous. Des fois, il arrive avec un nouveau tatou, puis je suis là, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait là, tu sais? Puis d'un autre côté, je me dis, bah, il fait ce qu'il a envie, c'est correct. Tu sais, si tout le monde serait moins coincé, ça irait mieux. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, cette personnalité un peu là, indisciplinée, Ah, ça doit me séduire à indiscipliné. quelque part. Indiscipliné, ça me parle bien, ça, pour toi. Ouais, Ouais, c'est indiscipliné. ça. Ouais, c'est ça. Indiscipliné, là. Imparfait et indiscipliné. Intéressant. Ouais, ça C'est me très séduit. intéressant. Alors, C'est tu vois, clair. il y a un moment donné dans une vie, des fois, on pourrait s'imaginer pouvoir être cloné. On pourrait imaginer qu'on pourrait avoir un double de soi. Et si tu pouvais être cloné, Marie-Christine, ton clone, il ferait quoi comme activité professionnelle? Oui. Ben, moi, ce que je ferais, parce que c'est très fort en moi, ce qui m'empêche de le faire, c'est que je suis maman d'une petite fille au Québec, puis je peux pas bouger d'ici, mais moi, j'irais vivre premièrement dans un pays chaud. Ça, c'est sûr. Hmm. Parce que le Québec, je trouve ça très froid. Je Je comprends. pense que je serais jamais revenue au Québec si c'était pas que j'ai des attaches familiales ici parce que je suis tout le temps froid. Je suis une fille de sang chaud. J'aime ça être dans les tropiques. Et j'organiserais probablement des retraites de guérison. Ah, ok. Ouais, moi, c'est très fort en dedans de moi de d'aider, d'être utile, de faire un changement dans une vie pour quelqu'un. Je sais que l'argent, quand je vais mourir, elle va rester dans le compte de banque puis elle va aller à ma fille. Mais une chose est sûre que c'est que si je change une vie ou que j'aide quelqu'un ou que j'inspire quelqu'un, ça va rester. Ça va peut-être se transmettre. Fait que pour moi, mon clone, il est en ce moment, là, il existe, là, il est à quelque part au Costa Rica puis il dirige des retraites de guérison. Ok. C'est très loin de la femme d'affaires, mais il y a Hmm. un côté business là-dedans que j'essaierai de rendre ça très efficace. Ouais, ouais, en tout cas, ça peut correspondre à ce que t'es. Tu parlais des tatouages de ton Marc. Est-ce qu'il a un tatouage de dragon sur lui ou pas? Non, Luc, fallait que je te dise ça. Moi, j'ai fait une séance d'hypnose et avec mon hypnologue Marie, qui est extraordinaire, a dit on va aller chercher ton animal de pouvoir. Puis qu'est-ce que tu penses qui est sorti de là? Ah, je sais pas. J'ai sorti. C'est le dragon qui est sorti. Eh oui. Puis c'est drôle parce que l'hypnose, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va sortir de là, on sait pas à quoi s'attendre, on contrôle rien. Puis là, j'ai dit à Marie, j'ai dit, oh my God, c'est un dragon. Un peu comme dans Avatar, là. Moi, je suis sur un dragon. Mais non, Marc a pas de dragon. Il y a un chaman, par exemple. Il y a un aigle. Il y a bien des affaires, mais non, il n'y a pas de Ok, dragon. en tout cas, le dragon, si je comprends bien, il fait bien partie de ta vie, ce qui est fait que ce qu'on a entendu est vrai. Et donc, c'est quand même questionnant parce que si tu as réveillé le dragon en toi et qu'il a si soif hein, et qu'il a du feu, l'histoire de l'alcool, c'est pas la même histoire que ce que tu nous as raconté. C'est une autre histoire. Et comme toujours, dans les familles, il y a des secrets. Et les secrets, des fois,
sont intéressants parce que on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être des façons d'arrêter effectivement le processus d'un dragon et c'est pas thérapeutique. On en reparle juste après, mais en tout cas, je voudrais poser une dernière question, enfin deux dernières questions. Je me demandais quels sont les mots que tu n'as jamais dit à personne. Ben, les mots que j'utilise pas, que j'utilise pas avec personne, c'est je ne suis pas capable. Hmm, Moi, c'est. ça Puis m'étonne pas. au Québec, on dit souvent à nos enfants, pas capable, il est mort. C'est comme une expression qu'on dit à nos enfants quand ils sont petits, puis là, on dit, ah, mets tes bottes, ah non, je suis pas capable, puis là, on dit, pas capable, il est mort. Puis on grandit avec ça, puis moi, c'est très fort en moi. Jamais je vais dire, je suis pas capable. Je vais l'essayer. Je vais tenter l'expérience, je vais. Si tu devais interviewer, si tu avais en face de toi Marie-Christine, là, tu vois, tu l'as en face de toi, tu la vois. Si tu devais l'interviewer aujourd'hui, quelle est la question que tu lui poserais en premier? Je lui poserais comme question, Marie, qu'est-ce que tu dirais à ta petite Marie-Christine Mhm. qui a l'âge de ta fille? C'est drôle parce que cette semaine, je suis tombée sur des vidéos que mon père, tu sais, avant, c'était des grosses cassettes VHS, qui a numérisé. Puis c'était l'anniversaire de ma sœur. Fait que j'ai visionné ça, puis je me regardais, je me disais, j'aimerais ça être un petit ange puis aller parler à cette petite Marie-Christine-là. Hmm. Et tu lui dirais Juste quoi? avoir, juste avoir une discussion. Ben, en fait, je lui dirais sûrement, c'est la vie va être pas facile, mais essaye de voir toujours la leçon puis le beau là-dedans. Tu vois, tu as quand même dans ta vie, je disais tout à l'heure, tu as quand même deux parties dans ta vie. Hein. Tu as une et avant la vente de Tyson. Tu en as une Ouais. et avant ton trouble profond, cet alcoolisme, hein, cette espèce de sortie de route, cet accident de vie hein, qui a quand même lié à la puissance de la dépendance. Mais alors, avec Ouais. du recul aujourd'hui, avec du recul, tu as quand même du recul aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherchais à anesthésier avec l'alcool? Qu'est-ce qui est devenu insupportable pour toi en réalité? Ben, en fait, je pense que je suis un être hypersensible. Mhm. C'est quelque chose que je n'étais pas vraiment au courant, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler. Et quand on est une personne hypersensible, c'est on absorbe l'énergie de tous les gens autour de nous. Et j'ai gravité à travers un monde quand même assez toxique. Et pour moi, c'est la substance anesthésiait cette hypersensibilité-là. Je pense aussi que j'avais une grande connexion naturelle avec la source, avec l'univers, et ça mettait un voile de protection sur tout ce que je ressentais. C'est clairement ça, là, hors de tout doute, là, parce que j'ai fait assez de travail sur moi pour avoir mis le doigt dessus, là. Hmm. Puis, je crois que tous les alcooliques ou tous les dépendants ou tous les gens qui vont fuir dans quelque substance que ce soit, c'est souvent ça. Oui, je De comprends, bien cette sûr. espèce de hypersensibilité, fragilité-là qu'on essaye de protéger. Mm. Oui, tu vois, je reprends tes mots quand tu disais dans ton livre et que tu le disais aussi dans des vidéos que étais à genoux, quoi, que tu avais été à genoux et que tu capitulais, tu vois, devant la vie, après avoir donc juste même été jusqu'à vouloir perdre la vie, hein, parce que c'est le cas. Et tu te demandais pourquoi, et ça m'avait vraiment marqué, tu te demandais pourquoi tu n'avais pas la grâce, pourquoi c'était si difficile, pourquoi tu devais souffrir comme ça. Et moi, ce mot, la grâce, ça m'a vachement résonné. Je me suis dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu là-dedans. Et tu crois qu'en quelque sorte, le fait d'avoir été jusqu'à t'accrocher à une corde, avoir voulu te sacrifier ta vie, ça t'a permis d'être gracié? Ben, en fait, il faut comprendre, là, quand on arrive à cette étape-là de notre vie qu'on on veut s'enlever la vie, c'est qu'on n'est plus capable de vivre avec et sans la substance. C'est Hmm. comme si on nous avait attaché un boulet à notre pied, puis après ça, on avait jeté la clé. Puis là, on vit tous les jours avec un boulet à notre pied, puis on se dit, ben la seule solution, c'est de mettre fin à ça. C'est vraiment là. Puis beaucoup de gens qui ont vécu, qui ont voulu faire ce geste-là diraient la même chose. Et il est venu un moment où ce que
je, je ne savais plus comment m'en sortir parce que je suis quand même une femme d'affaires. Fait que pour moi, le contrôle est très présent dans le sens que je vais trouver le moyen, je vais trouver la solution, je vais trouver le psychologue, je vais trouver la recette, je vais trouver. Mais pour comprendre que la solution est pas à l'extérieur de moi. Mm. J'ai souvent essayé de trouver la solution à l'extérieur de moi, mais toute la solution était à l'intérieur de moi. Et cette espèce de laisser aller puis de confiance infinie que quelque chose va me sauver, c'est ça la grâce. Mm. C'est que te tasses puis quelque chose de plus grand prend la place. Et là, tu fais OK. Puis quand on se tasse, c'est notre ego, là. Quand l'ego se tasse, puis que tu laisses rentrer la, la confiance en la source. Tu sais, clairement, Luc, là, mon cœur, il bat en ce moment, puis mes poumons, ils respirent tout seuls, puis je leur demande pas de le faire, puis ils le font tout seuls. Il y a quelque chose qui fait que j'ai eu un enfant, puis j'ai pas demandé à construire un pied, puis un bras, puis un nez à telle semaine, puis tout s'est fait naturellement. Fait qu'on est porté par une puissance incroyable qui fait qu'il y a de la neige aujourd'hui, puis après ça, il va y avoir un printemps, puis tu sais, quand on s'abandonne à cette force-là, ben c'est là que la guérison en vient. C'est vrai. C'est vrai que la guérison vient à partir du moment où on rend grâce aussi, ce qui est quand même étonnant hein, dans ce mot-là, rendre grâce, ce serait donc le contraire d'être gracié. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. En tout cas, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que je t'entendais parler du point zéro et de Joe Dispenza. Je t'entendais parler de cette idée de aussi, hein, tu es quand même intéressé, je pense, par les neurosciences. Et puis, tu t'intéressais, je crois, à l'idée de reconstruire carrément des chemins hein, neuronaux et puis de défaire les chemins résistants hein, pour te changer, d'utiliser la méditation hein, pour ne plus finalement être autre chose que pendant un temps personne, dans un non-temps, dans un non-état, pour que tu puisses presque accéder à une autre version de toi-même. Hein, si j'ai bien compris, c'est ça que tu prônes aussi. Et comment tu as pu utiliser, alors comment tu as utilisé la méditation pour te transformer? Tu as un souvenir important un moment de ta pratique de méditation qui a permis une grande prise de conscience, par exemple? Mais écoute, merci, tu l'as très bien expliqué. Effectivement, Joe Dispenza, c'est un de ceux qui le vulgarise très bien. Hmm. Mais on a tous des schémas, des logiciels dans notre tête qui tournent en boucle. Et malheureusement, le cerveau humain crée une addiction aux substances ou aux comportements négatifs parce que c'est réconfortant pour notre cerveau d'aller dans cette région-là. Euh, pour ce qui est de la reprogrammation, ben en fait, c'est d'arriver à. Je prends souvent l'exemple de la petite boule de Noël. Là. La petite boule de Noël avec des flocons, là. Mais le temps que tous les petits flocons descendent, puis qu'on voit clair à travers, ben on a la possibilité de voir c'est quoi les logiciels qui tournent en boucle, qui sont Mhm. toxiques, et de les reprogrammer. Mais c'est-tu pas génial, ça? Quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je me suis attaquée à chacun de mes petits logiciels. Mais je pense que celui-là, le plus puissant que je m'attendais pas à avoir un résultat aussi fort et instantané, c'est que pendant la COVID, j'ai eu une hernie discale au niveau de la C6, C5, puis c'était extrêmement douloureux, là. J'avais de la misère à bouger, j'avais de la misère à me coucher, j'ai fait un IRM qui me prouvait que j'avais une bonne hernie discale, puis je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Tu sais, c'est pas en prenant des anti-inflammatoires et tout ça. Fait que j'ai dit, je vais essayer la technique de Joe Dispenza parce que lui, il a guéri euh, toute sa colonne vertébrale comme ça. Ouais. Mhm. Et je me suis mis dans une méditation profonde. Ça l'a pris 2 jours. Vraiment, là, 2 jours. Quelque chose de miraculeux, là. Et je me suis concentrée sur cette hernie discale-là, puis je l'ai vu fondre comme un cube de sucre. Ça a été complètement réglé. J'ai fait, OK, wow. Si ça fonctionne sur le physique, ben ça fonctionne aussi sur le mental. Par contre, au niveau de l'arrêt d'alcool, pour moi, c'est pas en méditant. Mais la méditation, pour moi, c'est comme un entretien quotidien. Je médite tous les jours pour continuer à rester groundé puis connecté avec la source. Mais on a beau vouloir prier fort pour arrêter de consommer, c'est plus profond que ça. Là.
Ça a vraiment pris là, les deux genoux à terre, puis d'arrêter de me battre. Tu vois, ce qui m'est venu, c'est que tu nous avais montré, sans savoir, un truc mystérieux du cerveau qu'on n'avait pas vu. C'est un peu son grand reset. Le cerveau aurait un grand reset. Et moi, j'ai l'impression, Mhm. tu vois, que dans cette expérience où tu as voulu aller jusqu'au bout de ta vie, d'avoir même voulu mourir, d'avoir même été jusqu'à faire des choses qui pourraient avoir été gravissimes s'il n'y avait pas eu Marc pour t'aider, en fait, ça avait brisé ce chemin destructeur en toi. Ça avait brisé, si tu veux, par une tempête électrochimique que peut être celle quand on est juste au bord de sa vie. Est-ce que tu crois qu'il fallait une telle tempête pour briser le mur de l'alcoolisme en toi? Ah, absolument. Et je pense que c'est vrai pour tous les dépendants. Hmm. J'aide beaucoup de gens qui sont pris avec des problèmes de dépendance, puis je les accompagne là-dedans, mais je sais que tant qu'ils n'ont pas touché leur bas fond, et ça sera pas possible de s'en sortir. Faut vraiment aller au bout de l'histoire. Et je le sais parce que moi, la première fois que j'ai arrêté, je suis pas allée au bout de l'histoire. Hmm. J'avais, j'avais pas été dans mon bas fond. Puis tu sais, un Mhm. bas fond, là, faut s'entendre, là. C'est pas nécessairement de se passer la corde, là. C'est un bas fond, ça peut être d'avoir perdu son emploi, d'avoir perdu un amoureux, ça peut être d'avoir été faire un tour à l'hôpital, ça peut, moi, mon bas fond, là, ça n'a pas été la corde. Mon bas fond, ça a été que j'étais absente pour ma fille, un jour important pour elle. Oui, Halloween, tu disais. Hmm. Oui, c'est ça. Pour moi, ça a été ça, mon bas fond. Mais le bas fond est différent pour chaque personne. C'est quoi la petite chose qui va venir te chercher à cet endroit-là qui va être pour toi inacceptable? Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est quand même venu le jour de la fête des monstres. C'est quand La même fête des un truc morts. de fou. Halloween, le jour de la fête des monstres, toi, tu vas finir par perdre le tien. C'est quand même incroyable, non? Ah, moi, j'ai plein d'histoires comme ça. Là, on pourrait en parler longtemps, là, des synchronicités ou des animaux mythiques, puis des chiffres chronologiques. Ouais, J'ai ouais, plein ouais. de... Je crois que t'es comme moi, Ouais, t'es une personne connectée à des choses mystérieuses. Ça, j'en suis persuadé. ouais, vraiment. Ah bah justement, on va parler de ça, on va parler d'intuition, parce que tu parles beaucoup d'intuition, moi je trouve ça intéressant, donc moi tu vois, j'ai un don de perception, mais c'est pas lié à l'intuition, c'est autre chose. Et tu parlais, tu vois, d'avoir beaucoup étudié, toi, le cœur, tu t'en parlais, hein, de sa puissance, son rayonnement, et puis les Ouais, perceptions associées au cœur, hein, quelque part, dans ton expérience, tu relis, toi, le cœur et l'intuition, tu les mets ensemble. Mais je me posais une ouais. question, qui est un peu une question piège, mais je pense que je peux te la poser à toi. Tu vois, à ton avis, quelles sont les limites de l'intuition pour toi aujourd'hui? Ben, l'intuition n'a pas vraiment de limite parce que ça ment pas. Parce que, je vais t'expliquer, dans le fond, le cœur a autant ou sinon, je veux pas m'arrêter, je suis pas scientifique, là, mais possède beaucoup de neurones, comme le cerveau. Et souvent, le cœur, quand on est petit, c'est notre premier cerveau, c'est lui qui nous dit oui ou non, c'est une bonne personne ou pas, est-ce que je suis en sécurité ou non. L'enfant, là, en bas de 6 ans, il se fie toujours à son cœur intuitif. Et là, ben, arrive le temps où ils sont adultes, puis que, par exemple, un inconnu va donner un bec à ton enfant, puis l'enfant se repousse, puis là, on est là, ben non, mais non, sois gentil, sois gentil. Fait Hmm. que dans le fond, ce qu'on apprend à notre enfant, à notre société, c'est coupe-toi de ce cerveau-là. Coupe-toi-en parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais dans le fond, là, c'est complètement faux, là. Lui, il sait toujours. Et puis, je prends avec du recul des événements, des gens, euh, des décisions que j'ai prises. Quand je l'ai pris avec la tête, j'ai toujours pris la mauvaise décision. Hmm. Quand je suis allée avec mon intuition, je me suis jamais trompée. Fait que la limite, pour moi, il y en a pas de limite, là. Oui, Je c'est que pense que toi, tu es à 100% dans l'intuition en disant que c'est elle qui, finalement, saura te donner la bonne direction, hein. C'est ce que tu dis, en fait, hein. oui, oui, Alors, oui. Faut apprendre. justement, C'est une relation, hein. Son intuition, nous, avec notre intuition, c'est une relation. Faut apprendre à la connaître, à lui faire confiance, à savoir c'est quoi les signaux qu'il nous envoie, puis tout ça. C'est vrai qu'il y a plein d'imposteurs dans la vie, là. Tu sais, hmm. des gens qui disent, oui, oui, j'ai eu cette intuition-là, mais ça venait de la tête. Effectivement, faut faire attention à ça. Mais, tu sais, l'intuition, c'est quelque chose qui se vit avec soi-même. À ton avis, si tu
finalement au service de l'intuition, parce que tu écoutes l'intuition, elle te dit quoi faire. Est-ce que tu sais ce que l'intuition, elle a prévu de te faire vivre comme mission pour elle? Ah oui, mais cette intuition-là, en ce moment, est très, très forte en dedans de Hmm. moi. C'est très puissant, là. Surtout avec mon rétablissement des dernières années, là. Moi, j'ai une mission de guérison à Hmm. travers mon message, à travers ce que je dis. Même si je suis une femme d'affaires, cette mission-là est vraie aussi parce que les femmes en affaires, ils en arrachent encore. C'est encore difficile d'être une femme en affaires. Fait que moi, là, quand je fais ce que je fais là, j'ai une mission de guérison à travers eux, à travers les hommes, à travers les jeunes. Je fais beaucoup de conférences dans les écoles. Hmm. Cette semaine, j'en fais 8 dans des écoles secondaires parce que je suis un modèle pour les garçons, mais pour les jeunes filles, leur dire, écoutez, moi, il y a X nombre d'années, j'étais assis à la même chaise que vous, puis c'est possible. Puis j'aime Ouais. beaucoup aussi des gens dans la sobriété, là, de prendre la parole publiquement puis de dire, je suis une alcoolique, là. Peu de gens le font et aucune femme le fait. En France, comme je te le disais la dernière fois, hors caméra, comme on dit, il y a vraiment quelque chose ici qui attend sur le pouvoir féminin, sur le leadership féminin, sur le why not féminin aussi, parce que c'est pas le même why not que le masculin. Alors, tu vois, justement, ça me fait une transition. Tu fais quand même une série de conférences, hein, sur le thème du pouvoir du why not. Et ça m'a fait beaucoup penser, tu veux, au livre de la magnifique Nicole Bordelot. Je sais pas si tu connais, oui, tu dois connaître, j'imagine, que j'ai interviewé, moi, sur cette chaîne et qui avait nommé son livre Tout passe. Et moi, j'ai l'impression, si tu veux, que dans ton pouvoir du why not, il y a aussi le pouvoir du tout passe. Tout est temporaire. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, ben si on veut faire le lien, dans le fond, c'est que, tu sais, why not, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas aujourd'hui, je fais ce petit chemin de plus-là? Pourquoi pas je vais au gym aujourd'hui? Pourquoi pas je me lance dans cette aventure-là? Et oui, dans le pourquoi pas, il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Mm. Puis souvent, les gens vont pas aller faire des actions risquées parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Et c'est là que Nicole Bordelot rentre en ligne de compte puis dit, si tu as fait une erreur, là, c'est pas grave, tout passe. Mm, Tout passe. Tout mm. passe. Même sa maladie, d'ailleurs, hein, ce qui fait qu'elle est fou, d'ailleurs. Mm. Oui, c'est ça, on a la même maladie. Fait que, Ouais. mm. Est-ce que tu crois qu'on peut vivre et traverser seul le temporaire? Est-ce qu'il n'y a pas finalement l'aide de l'autre toujours? Est-ce que c'est pas ça aussi, le grand secret de tout est temporaire? Je pense que l'autre fait partie de notre vie parce qu'on est des animaux sociaux, dans le sens qu'on a été conçus pour vivre en société, en groupe, en couple, en famille. Mais je pense que c'est très important d'être capable de faire tout ça seul. Vraiment. Moi, je vois beaucoup de gens là, qui sont avec des relations de gens, mettons, qui ont des problèmes d'alcool. Puis là, ils deviennent codépendants. Puis là, sont comme deux personnes incomplètes qui se complètent, puis là, ils se tiennent ensemble comme ça, puis c'est viable, là, mais le but dans la vie, c'est d'être une personne complète, qui rencontre une personne complète, puis là, ça fait un couple fort. Pour moi, c'est ça, le couple, parfaitement imparfait. C'est vrai, mais regarde, bon, finalement, tu rencontres quelqu'un qui connaît déjà la restauration, tu pars ensemble en Australie, puis finalement, vous récoltez ensemble le fruit de votre travail sur des bateaux de milliardaires, et c'est ensemble que vous créez Tyzone, et c'est un succès ensemble. Puis après, bon, ben, tu pars sur autre chose, et puis tu vas rencontrer Marc, et c'est ensemble que vous allez faire un problème de l'immobilier, si j'ai bien compris ce qu'il y a derrière. Quelque part, on pourrait dire, la plupart des gens, ils vont s'arrêter dans l'expérience que c'est trop dur, tout ça, c'est trop dur. Toi, tu l'as vécu quand même à plusieurs, hein. Tu l'as pas vécu seul, finalement, tout ça. Le temporaire, c'est dur, mais c'est temporaire. Mais tu l'as vécu avec les autres, hein, pas toute seule, en fait. Moi, quand j'étais dans ma maladie avec Marc, là, j'étais pas une bonne partenaire, là. Puis Marc, il était en codépendance avec moi, tu sais, ça a été viable, mais c'est vraiment quand que je me suis refermée de mes blessures, refermée, guérie, healée, puis que lui a fait pareil. Là, aujourd'hui, on est indestructible. Hmm. Ouais, ouais, Mm. c'est touchant. J'ai vu la vidéo entre vous deux, c'est touchant. On voit d'où vous venez, on voit les bosses, hein, et on voit les guérisons.
Tout à l'heure, on parlait de Daniel Blouin et que je connais aussi et que je salue d'ailleurs. Daniel, si tu nous vois, bonjour. Et puis, moi, je parlais de ça parce que je me disais que lui, il parle de la sortie de zone. Il parle de son saumon qui brave le courant contraire, qui va changer de zone comme ça. Et puis, finalement, ta sortie de zone, toi, tu connais bien aussi. Tu connais bien les sorties de zone. Et lui, il parle de son fou intérieur. Est-ce que tu penses que tu es un peu folle, toi aussi? Ben oui, absolument. Mais c'est ça qui est beau. Je trouve que, ben, en passant, moi et Daniel, on a un message très semblable. Tu sais, le why not ou la sortie de zone, c'est pratiquement le même concept. Mais moi, j'ai cette impression-là qu'on est sur la Terre pas très longtemps. Mettons, l'espérance de vie d'une femme, c'est 85 ans. Mhm. Et là, je suis à mi-chemin, à peu près, là. Mais pourquoi pas faire de ce petit 85 ans de visite sur la Terre quelque chose d'extraordinaire, de bubbly, que les gens vont se rappeler, que mes petits-enfants vont dire, tu te rappelles-tu de grand-maman Marie-Christine, comment qu'elle était? Moi, je trouve ça important de laisser sa marque. C'est pour ça que j'aime les gens comme mon conjoint qui est indiscipliné, puis qui a des tatous, puis qui parle fort, puis qui est artiste, puis tu sais, la vie est là pour être vécue, mais tu sais, ça prend aussi des gens qui aiment rester dans la masse. Moi, pour avoir des employés qui travaillent dans mes restaurants, si tout le monde était comme moi, on serait jamais arrivé là. Ça prend un équilibre de gens qui vont aimer ça, avoir une vie plus stable. Et ceux qui veulent quelque chose de plus explosif, ben c'est là que je rentre en ligne de compte pour les inspirer ou peut-être leur donner le goût. Si tu devais donner le goût aujourd'hui à des gens qui veulent se lancer et faire des sorties de zone comme des saumons qui se jettent comme ça en avant, c'est quoi les deux, trois erreurs qu'il faut pas commettre quand on sort de sa sortie de zone, de sa zone de confort, hein? Je donne un exemple. Si, mettons, on décide de se lancer en bas d'un flanc de montagne pour aller sauter dans une source d'eau parce qu'on est avec des amis puis on s'amuse, mais si on saute d'un coup puis qu'on y va à fond, il y a plus de chances qu'on arrive à la bonne place. Si on y va à moitié, puis qu'on barre le pied puis qu'on déboule la côte, ben tu sais, ça faut vraiment décider, quand on décide de plonger, on est mieux de pas plonger que de le faire à moitié. Et un coup qu'on le fait, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de pas le regretter. Ouais. No regrets. No regrets, c'est sûr. No regrets. Tu disais que finalement, tu te sentais quand même un peu comme la suite de Pâquerette, hein, toujours dans cette idée d'aller essayer de faire venir une sorte de conscience, parce que finalement, ceux qui ont des problèmes de dépendance alcoolique, c'est pas ni une fragilité, ni une faiblesse, ni un manque de volonté, c'est une maladie, comme tu le dis, c'est vraiment quelque chose qui, ou du moins c'est quelque chose qu'on appellerait un dragon qui se réveille et qui décide de faire le feu et la soif. Mais moi, je me dis quand même, quand je te regarde, moi j'ai l'impression quand même que tu as besoin de jouer entre la vie et la mort, tu as besoin d'être entre la conscience et l'ivresse, tu as besoin de vivre aussi l'enfer, tu as besoin de pas être tout le temps au paradis. Et je me suis demandé si t'avais pas fallu justement te perdre totalement pour que tu aies de nouveau totalement envie de la suite. Ah oui, ça fait tellement du sens, absolument. Est-ce que c'était voulu? Probablement pas, mais c'était sûrement dans mon karma, là, quelque part, de passer par quelque chose de difficile pour remordre à la vie, puis d'avoir le goût de prendre d'autres risques. Parce qu'aujourd'hui, je suis en affaires avec Marc, puis on prend des risques. Parce que quelque part, si tu prends des risques, si tu as besoin de cette mort-vie, si tu as besoin de cette limite, cette conscience, cette ivresse, si tu as besoin de prendre justement toujours cette tangente par rapport à la simplicité, je me suis dit, est-ce que tu as peur de la banalité? Oui, vraiment. Je trouve ça triste de voir des gens qui vont avoir vécu leur vie de 9 à 5 avec une belle petite famille, des beaux petits-enfants et en fait qui vieillissent et qui meurent. Je trouve ça triste ça soit des gens qui sont sans histoire. Mais je crois qu'on vient avec une mission notre âme vient s'incarner pour vivre quelque chose. Et il y en a qui sont des acteurs, il y en a qui sont des figurants, il y en a qui sont des producteurs, il y en a qui sont euh, là pour des scénaristes. On a chacun notre rôle sur cette terre-là.
Moi, j'ai choisi le mien. Clairement, je voulais être dans l'action, la production, quelque chose comme ça. Je voulais pas être une figurante. Mais ouais, est-ce que ça me fait peur? Je veux pas aller là, mais tu sais, je comprends qu'il y en a qui doivent jouer ce rôle-là. Ouais, je comprends ton idée. C'est vrai que ça reste quand même dans l'idée que toi, t'aimes pas la banalité, t'aimes pas le vide, et quelque part, t'es prêt peut-être à des choses incroyables, et c'est ce qui va me permettre de passer à la question qui n'en est pas vraiment une, et que les youtubeurs tout à l'heure entendaient. Parce que voilà, quand j'ai regardé la vidéo du couple parfaitement imparfait, il y a un moment donné où j'ai entendu stop, fais pause là maintenant. Et en faisant pause, j'ai vu un petit dessin. Un petit dessin avec un cœur. Je le mettrai après en ligne quand on montrera la vidéo. Un petit cœur avec marqué MC en dessous, puis MIA, puis Marc. Quand j'écoutais, ça disait, tu vois là, tu vas lui parler d'une pyramide, parce que elle est sûrement bientôt en lien avec une pyramide. Et deuxièmement, il faut qu'elle comprenne que ce qui probablement a sauvé sa vie, c'est quand les trois M de gauche de la pyramide ont écrasé le CAC qui est à droite. Parce que quand il y a écrit CAC, ça veut dire c'est assez maintenant. Et les trois M de gauche de la pyramide sont venus écraser les cétacés à droite. Est-ce qu'il y a un lien avec une pyramide dans ta vie en ce moment? Parce que ça va être obligatoire qu'une pyramide arrive dans ta vie. Oh mon Dieu! Elle dit, oh my God! C'est donc ben. Oui, il y a quelque chose en lien avec une pyramide, mais en fait, moi, savais-tu que j'ai fondé mon premier Tyson dans une pyramide? Ah, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. La pyramide à Sainte-Foy, ça a été mon premier restaurant Tyson que j'ai ouvert. Il y a quelque chose qui se passe avec une pyramide, mais je peux pas trop en parler pour le moment, mais je suis quand même sous le choc Et oui, de dans ce, cette petite de ce- dessin, tu as écrit quelque chose qui s'appelle MCMIA Marc. Et il y a écrit 3M d'un côté et de l'autre côté CAC. Et tu le regarderas. Je laisserai les youtubeurs regarder. Mais vous avez vu les youtubeurs que quelque part à un moment donné, en fait, eh ben voilà, il y a quelque chose des fois dans un simple petit dessin qui fait une incroyable révélation. Parce que a priori, la pyramide a l'air d'être comme une vocation chez toi. Je sais pas laquelle encore. Mais je trouve ça bluffant. En tout cas, je voulais que te le partager parce que j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Hey, Luc, faut que je te compte aussi avec mon hypnologue que j'ai parlé tout à l'heure. On a fait une past life regression. On Hmm. est allé dans une vie passée et puis je me suis réveillée. Puis, ben, je me suis réveillée dans l'hypnose. Puis elle m'a dit, t'es où? J'ai dit, ben, je sais pas, là, je vois les pieds de quelqu'un qui lève ta tête. Elle dit, t'es où? J'ai dit, je suis dans une pyramide. Une pyramide. Et moi, je crois que Ouais. la pyramide et le dragon sont les deux choses qui sont les deux grands mystères de ton existence, dont on parlera peut-être dans une prochaine émission avec joie. En tout cas, voilà, je voulais Hmm. absolument t'en parler parce que ça me semblait Wow. fondamental. Magnifique moment, je suis content que toi, ça t'ait touché. Moi, ça m'a beaucoup touché sur le coup. Je me suis dit, il y a quelque chose d'incroyable. Tu vois, quand tu as mis le pied à terre, le genou à terre même, et quand tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus grand, d'omnipotent, tu vois, d'omniprésent, quelque chose que tu avais peut-être perdu en réalité. Ouais. Euh, Moi, j'étais touché parce que dans une interview, tu disais, est-ce que tu crois en Dieu? Tu as répondu, non, je sais. Non, je sais, c'est plus fort que je crois. Non, je sais, j'ai entendu, quelque chose m'a parlé. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que c'est important dans une vie d'avoir ce contact avec ce plus grand que soi? Ben moi, je pense que c'est essentiel et c'est ce qui fait que la société est très malade en ce moment, c'est qu'il y a une déconnexion collective à cette source-là que je crois que les sociétés indigènes avaient très fort. Et là, ben, finalement, avec le temps, la religion est rentrée en ligne de compte, qui à la base est quelque chose de spirituel puis qui est bien, là. C'est juste que l'être humain est rentré dans l'équation, peut-être aussi manipuler un peu les textes et on a transformé ça entre un système de peur pour pouvoir contrôler la société et pour pouvoir aussi avoir un système financier très payant. Mais à la base, là, la spiritualité, là, ça coûte rien, ça appartient à tout le monde. On est censé d'être connecté avec plus grand que soi d'une façon intuitive et naturelle, tous et chacun.
depuis notre naissance qu'on l'est tous et on va mourir et retourner vers cette source-là, c'est sans aucun doute. Euh, euh, j'en ai perdu ta question Oui, tellement je me j'étais demandais, dans est-ce mon... que c'était si important? Bon, moi je pense que oui, mais est-ce que pour toi c'est important d'être en contact avec le tout, de savoir qu'il y a plus grand que soi pour avancer en tant qu'entrepreneur aussi? Oui, ben en fait, bon, je pense que je l'ai toujours été Hmm. et l'alcool m'a été ma façon de me déconnecter parce que pour moi, c'était trop souffrant d'être connecté à travers cet univers-là qui faisait pas de sens pour moi. De d'avoir refait le pont avec l'univers, ben ça fait aussi que mon environnement change. Je me tiens plus avec des gens qui sont dans la connexion. C'est un peu comme le film La Matrix. Dans le fond, on se reconnaît entre nous et je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus un éveil de conscience pour élever la fréquence collective de la planète Terre. Je pense que ça se passe en ce moment, ça se fait. Est-ce que je vais le vivre de mon vivant que la planète va avoir atteint cette espèce de d'éveil de conscience collective qui va faire qu'on va être capable de reprendre sur le contrôle sur les guerres, sur l'environnement et tout ça, je ne sais pas. Mais si moi je peux transmettre à ma fille pour qu'elle continue de transmettre aux générations futures, c'est ça moi ma mission. Peut-être que ça se fera dans une pyramide, qui sait. En tout cas, je te remercie pour ce Ah, moment. j'aimerais ça. Mais savais-tu que les pyramides existent depuis beaucoup plus longtemps que les époques on pense et que c'était des portails d'énergie connectés avec les étoiles, sont en ligne avec les étoiles, puis ils étaient capables de générer de l'énergie avec ça. OK, je vais pas rentrer dans des détails pour perdre ton... Je pense que les youtubeurs qui te découvrent, ils découvrent finalement une personne super riche, avec plein de vie, avec des symboles, avec des signes qui lui sont révélés, 3M, cétacés, les pyramides, les dragons. Mais si on devait finir cette émission en beauté, j'ai envie de te demander, c'est quoi le mot de la fin pour toi? Qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes femmes ou jeunes hommes qui ont envie d'entreprendre? Toi qui as tellement vécu de choses par rapport à ça, tu leur dirais quoi? Oh mon Dieu, c'est une longue question. Qu'est-ce que j'ai le goût de leur dire? Dans le fond, ma plus grande leçon de tout mon parcours, là, c'est vraiment d'essayer le plus possible en tant qu'être humain d'avoir sa connexion cœur-cerveau. Avec cette connexion-là, on est capable de faire pratiquement tout, d'accomplir pratiquement tout, puis d'avoir toujours les bonnes réponses à nos questions. Moi, qu'est-ce qui a fait ma déroute de parcours, c'est quand ici, là, ça passait plus, puis que j'ai mis ça dans une boîte et je l'ai mis de côté. Euh, quand ça circule, là, ben, tout circule autour de nous parce qu'on est fait d'énergie. On a un champ vibratoire qui est magnétique. Puis tout ce qui se passe dans notre vie, que les gens qu'on rencontre, les aventures qu'on fait, est en cohérence avec notre champ magnétique. Fait que dans le fond, là, si on prend soin de cette source vitale qui est notre corps, qui est notre cœur, qui c'est notre enveloppe qui nous a été prêtée parce que notre âme elle n'a pas de besoin de cette de ce véhicule-là. Dans le fond, c'est un prêt qu'on nous a fait. Ben, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour affronter la vie, qu'on soit une femme, un homme, un enfant, peu importe notre âge. Je pense que c'est la clé. C'est la clé. C'est ma clé. Je vous la donne. Merci encore à toi, Marie-Christine. Merci aux youtubeurs qui ont pu suivre cette expérience jusqu'au bout.